Bien avant Gojo, le titre de l'élu était détenu par un homme nommé Yobu, et la seule différence est que ce type est un vrai casse-cou. C'est un esper incroyablement puissant, et il nourrit une haine féroce envers tous les singes non-espers, ce qui fait de lui une menace majeure à éliminer. Cependant, il est tellement dangereux pour la société que, même si l'armée mobilise tout ce qu'elle a contre lui, Yobu gère cela avec une facilité déconcertante, tout en s'amusant au passage. Après avoir anéanti toute l'unité avec désinvolture, Yobu s'arrête devant le dernier soldat encore en vie. Comme il est lassé de combattre, il déclare qu'il va se rendre et les laisser l'emmener en prison. Pendant ce temps, dans la prison des Espers, il y a une grande agitation parmi les détenus. Ils ont organisé un mini-club de combat entre eux, et Andy est forcé de participer contre son gré. Le gars qu'il affronte est bien plus grand que lui, alors il se fait pas mal bousculer. Mais finalement, Andy place un coup net qui met son adversaire KO. Cette victoire pourrait ressembler à un simple coup de chance, mais c'est en réalité la 7e victoire consécutive d'Andy. Malgré son aversion pour le combat, il est plutôt doué, même si tout ce qu'il gagne en récompense, c'est une barre de chocolat. À ce moment-là, un hélicoptère survole la prison. Tout le monde comprend que quelque chose d'important se passe, alors il se précipite à l'extérieur pour voir l'arrivée de Yobu à la prison. Le directeur de la prison est fier d'avoir enfin capturé le leader de l'insaisissable organisation des Espers, Pandra. Mais alors qu'il s'apprête à fanfaronner devant Yobu, ce dernier lui dit de reculer avec son cul transpirant s'il ne veut pas finir en morceaux. Cependant, le directeur de la prison reste confiant, affirmant qu'il n'y a aucun risque. Même si les pouvoirs d'Esper de Yobu sont incroyables, il ne pourra pas les utiliser à cause des équipements anti-Esper qu'ils ont installés. Mais, par mesure de précaution, une équipe d'hommes armés braque leurs armes sur Yobu, au cas où il tenterait quoi que ce soit. Andy assiste à la scène et pense que ce n'est pas juste de pointer des armes sur un gamin sans défense, même si ce dernier a un nombre de victimes plus élevé que Balthazar et Ganga réunis. Il tente de calmer la situation, mais il reste un prisonnier ici. Alors les gardes pointent également leurs armes sur lui. Yobu est impressionné par le mélange de compassion et de stupidité qu'Andy vient de démontrer. Il s'approche donc de lui et commence à lui poser des questions. Cependant, le directeur de la prison n'apprécie pas que Yobu l'ignore, alors il hurle que Yobu n'a pas le droit de parler sans sa permission. Évidemment, Yobu ne tolère pas un tel manque de respect, alors il se prépare à augmenter son nombre de victimes avec l'hélicoptère. Mais juste au moment où il s'apprête à transformer l'hélicoptère en disque destructeur, le directeur ordonne aux gardes d'augmenter la puissance du système anti-Esper. Yobu avait peut-être réussi à surmonter ses effets à puissance normale. Mais à puissance maximale, les pouvoirs de Yobu disparaissent complètement, ce qui permet au directeur de reprendre le contrôle de la situation. Bien que la facture d'électricité de la prison risque d'être astronomique ce mois-ci. Le directeur ordonne aux gardes d'emmener Yobu et de l'enfermer en isolement. Et il leur dit également d'emmener Andy parce qu'il n'aime pas sa tête. Quelques heures plus tard, Andy est assis en isolement et il se trouve que sa cellule est juste à côté de celle de Yobu. Yobu lui demande alors pourquoi il a pris sa défense dans la cour. Andy répond qu'il déteste les Espers comme Yobu, mais qu'il déteste encore plus les gens qui abusent de leur autorité. Il ne pouvait donc pas rester les bras croisés pendant que des armes étaient braquées sur un lycéen. Yobu trouve ironique qu'Andy déteste les Espers, alors qu'il est lui-même un Esper enfermé dans une prison pour Esper. Mais ce n'est pas comme si Andy avait choisi d'être ici, et cet endroit est pratiquement impossible à fuir. La seule fois où les Espers sont autorisés à quitter l'île, c'est en cas de blessures graves lorsqu'ils sont transportés à l'hôpital. Mais même dans ces conditions, il serait difficile de s'échapper. Cependant, Yobu ne pense pas que sortir d'ici soit si compliqué. En fait, il déclare que dès qu'il aura terminé ce qu'il a à faire mais à puissance maximale, les pouvoirs de Yobu disparaissent complètement, ce qui permet au directeur de reprendre le contrôle de la situation. Bien que la facture d'électricité de la prison risque d'être astronomique ce mois-ci.
Le directeur ordonne aux gardes d'emmener Yobu et de l'enfermer en isolement, et il leur dit également d'emmener Andy parce qu'il n'aime pas sa tête. Quelques heures plus tard, Andy est assis en isolement et il se trouve que sa cellule est juste à côté de celle de Yobu. Yobu lui demande alors pourquoi il a pris sa défense dans la cour. Andy répond qu'il déteste les espers comme Yobu, mais qu'il déteste encore plus les gens qui abusent de leur autorité. Il ne pouvait donc pas rester les bras croisés pendant que des armes étaient braquées sur un lycéen. Yobu trouve ironique qu'Andy déteste les espers, alors qu'il est lui-même un esper enfermé dans une prison pour espers. Mais ce n'est pas comme si Andy avait choisi d'être ici, et cet endroit est pratiquement impossible à fuir. La seule fois où les espers sont autorisés à quitter l'île, c'est en cas de blessure grave, lorsqu'ils sont transportés à l'hôpital. Mais même dans ces conditions, il serait difficile de s'échapper. Cependant, Yobu ne pense pas que sortir d'ici soit si compliqué. En fait, il déclare que dès qu'il aura terminé ce qu'il a à faire en prison, il repartira. Pendant ce temps, le directeur est en pause cigarette dans son bureau car il a discrètement perdu son sang-froid quand Yobu a utilisé ses pouvoirs plus tôt. Pour se venger, il ordonne à son subordonné de s'assurer que le séjour de Yobu en prison soit un véritable enfer, quitte à faire appel aux guerriers des cellules. Les deux continuent dans le couloir jusqu'à ce qu'ils tombent sur une pièce, avec une plaque étrange sur le mur. Elle porte les mots « Armée impériale ». Mais la vue de cette chose rappelle à Yobu un passé qu'il préférerait oublier. Il prend donc l'arme et tire sur toute la place. Une fois qu'il s'est un peu calmé, il porte son attention sur le gigantesque cube au centre de la pièce. Il semble que ce soit la raison pour laquelle Yobu soit venu ici en premier lieu, car il a l'intention de la libérer. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, le directeur arrive et refuse de laisser Yobu partir avec son précieux sujet d'expérimentation. Bien qu'il sache qu'il n'a aucune chance de battre Yobu lui-même, il va laisser tout le travail difficile à son gros ami ici présent. Ce monstre est constitué de tous les cerveaux et cellules ESP des prisonniers qui ont été disséqués dans ce laboratoire, et il obéit entièrement au directeur. Ce dernier lui ordonne donc d'attaquer Yobu. Au début, Yobu ne pense pas que cette monstruosité soit un grand défi pour lui, mais lorsqu'il lui envoie une vague psychique, elle la contre facilement et se lance à sa poursuite. Yobu va donc devoir prendre cela un peu plus au sérieux. Pendant que Yobu lutte contre le monstre Esper, Andy n'a pas grand-chose à faire, alors il court pour attraper l'arme qu'il a apportée afin de se rendre utile. Pendant ce temps, Yobu peine à poser un seul coup sur le monstre, car ce dernier possède des capacités précognitives améliorées, ce qui lui permet de prédire chaque mouvement de Yobu avant même qu'il ne l'effectue. Finalement, Yobu est projeté à travers le cube au centre de la pièce et tombe juste devant la fille qu'il est venu sauver. Elle semble inquiète, mais Yobu lui dit qu'il a tout sous contrôle, bien que le directeur pense qu'il essaie juste de jouer les héros face à la mort, car il est certain qu'il ne pourrait jamais battre son monstre Esper de niveau 7. Yobu se moque du fait que le directeur pense que cette chose a un pouvoir égal à celui d'un Esper de niveau 7. Mais, soudainement, Andy tire avec son arme sur le monstre, ce qui ne fait que l'énerver. Le monstre tire alors des vagues psychiques sur Andy. Normalement, cela aurait tué n'importe quel humain, mais l'œil d'Andy commence à briller et les vagues semblent être annulées. Yobu remarque cela, et cela le rend suspicieux concernant l'origine d'Andy. Mais pour l'instant, il est plus préoccupé par le bien-être de la fille. Il lui demande si tout va bien, et elle répond qu'elle se sent bien. Mais ensuite, Yobu vérifie sa manche et découvre un tube attaché. Je ne suis pas sûre de ce que cela fait, mais Yobu n'a certainement pas aimé cela, alors il décide de tout donner et de terminer rapidement les choses. Il saisit le bouton sur son col et le retourne, libérant ainsi toute sa puissance d'un seul coup. Dans cette forme, Yobu est facilement capable de projeter le monstre à travers la pièce et de le faire éclater comme un ballon contre le plafond. Quant au directeur, je ne pense pas qu'il ait survécu à cela. Alors que toute la prison est en flammes, Yobu téléporte la fille et Andy à l'extérieur, là où la base du vaisseau de Pandra les attend pour les récupérer.
Il dit qu'il est intéressé à en savoir plus sur Andy, alors il l'invite à devenir un membre officiel de Pandra. Bien qu'Andy hésite un peu, il décide finalement de rejoindre. Mais, alors que le vaisseau prend le large, Andy s'échappe discrètement de Hyobu et manipule les fonctions de ses yeux pour faire un rapport à son supérieur. Et comme il l'avait prévu, il a réussi à infiltrer l'organisation criminelle Pandra. Andy peut être un agent double, mais cela ne l'empêche pas de profiter de la vie quotidienne sur le vaisseau. Ainsi, lorsqu'il voit Momiji en train de prendre un bain de soleil et qu'elle lui demande de l'aider à appliquer de la crème solaire, il est totalement partant. Mais, lorsqu'il s'approche d'elle, ses pouvoirs lui causent des maux de tête, alors elle lui dit de partir. Après cela, Hyobu téléporte et le pousse dans la piscine, juste parce qu'il voulait l'embêter. Un peu plus tard, Hyobu présente Andy au reste de l'équipage, et pour démontrer ses capacités, il fait tirer à Momotaro des vagues d'ESP sur lui. Comme prévu, les vagues disparaissent avant de l'atteindre, alors Hyobu annonce à tout le monde qu'Andy a la capacité d'annuler les pouvoirs ESP des autres. De plus, Yaguri ne peut pas lire son esprit, donc ni la télékinésie ni la télépathie ne fonctionneront sur Andy. Cependant, puisque son pouvoir est toujours actif, cela a l'effet secondaire de provoquer de violents maux de tête aux espers qui se trouvent trop près de lui. En conséquence, la plupart des gens à bord du vaisseau essaient de garder leur distance avec lui. Bien que Maggie soit au moins assez gentille pour lui prêter une tenue de rechange après l'incident de ce matin, Andy tente de lui demander des informations sur Pandra, car il ne sait pas grand-chose à ce sujet. Mais Maggie ne lui fait pas encore confiance, alors il dit à Andy de rester tranquille jusqu'à ce qu'il reçoive de nouvelles instructions et s'éloigne. Plus tard dans la journée, Andy se trouve de nouveau dans la salle des chaudières pour son rapport programmé. Et d'après ce qu'il a dû gérer jusqu'à présent, ces types de Pandra ne semblent finalement pas si terrifiants. Mais ensuite, son supérieur lui rappelle les innombrables crimes et morts dont Pandra est responsable. Alors Andy dit qu'il poursuivra l'enquête comme prévu et fera un rapport une fois qu'il aura localisé l'objectif. En même temps, Maggie fait un rapport sur Andy, car il le trouve suspect. Mais malheureusement, il n'a trouvé aucune preuve définitive qu'Andy soit un traître. Et comme la télépathie ne fonctionne pas sur lui, ils ne peuvent pas non plus fouiller dans son esprit. Maggie s'inquiète de laisser Andy à bord de leur vaisseau, mais Hyobu pense qu'il sera bien et suggère même qu'ils devraient l'emmener avec eux lors de leur prochaine mission. Plus tard, l'équipe part en bateau à grande vitesse et arrive dans la ville de Venise. Ils sont ici pour finaliser un accord commercial avec la mafia locale des Espers, mais Hyobu se rend vite compte que quelque chose cloche, alors il dit à Maggie de commencer à s'occuper de cela. Maggie comprend et transforme immédiatement ses cheveux en ailes avant de s'envoler pour localiser l'espion qui les observe. Il a le pouvoir de contrôler le carbone dans son corps jusqu'au niveau atomique. Alors dès qu'il repère l'espion, il n'hésite pas et l'attrape avec ses tentacules capillaires. Cependant, le type n'était pas seul. Alors il envoie un message pour dire aux autres de venir l'aider, et Momiji téléporte Yo là-bas. Mais Andy doit marcher tout seul. Lorsque Andy arrive enfin, il se sent désorienté à cause du bruit constant dans ses oreilles, et il semble que cela soit causé par Yo. Son cri est apparemment capable d'annuler tous les sons dans la zone, de sorte que personne à l'extérieur n'a la moindre idée de ce qui se passe, malgré le combat massif qui a lieu. Finalement, ils parviennent à mettre tous les espions hors de combat, et ensuite, ils utilisent la télépathie pour lire leurs esprits et découvrir pourquoi ils les ont attaqués. L'enquête révèle que les espions ont été envoyés par la famille Mardini, celle-là même avec laquelle ils étaient censés conclure un accord commercial plus tard dans la journée, ce qui en fait un cas évident de trahison. Cependant, malgré cela, Hyobu veut quand même rencontrer le chef des Mardini comme prévu pour découvrir quelles étaient ses intentions. Mais selon les règles, tous les marchands doivent être tués. Alors Hyobu dit à Andy de s'installer sur un toit voisin et de viser la tête de Mardini avec son fusil de sniper. Quand il donne le signal, il veut qu'Andy tire. Andy hésite à réellement le faire, mais s'il veut gagner la confiance de Hyobu, il ne peut pas se laisser déstabiliser maintenant.
Dans la salle de réunion, Yobu est assis en face de Mardini. Et Mardini lui fait des compliments en disant qu'il a toujours l'air pareil, bien que cela fasse plus de 50 ans depuis leur première rencontre. Yobu est né dans les années 1930, mais il est capable d'utiliser ses pouvoirs d'Esper pour ralentir tellement son vieillissement qu'il ne vieillit jamais. Mardini, en revanche, est devenu plus faible avec l'avancée de son âge. Alors, il a dû conclure un marché avec la police pour trahir Yobu en échange de la sécurité de sa famille. Maintenant que Yobu sait que Mardini est vraiment un traître, il dit à Andy de tirer. Mais juste au moment où il s'apprête à appuyer sur la détente, les nerfs d'Andy commencent à le faire hésiter et il se fige. Yobu finit par être tiré dessus à plusieurs reprises à cause de cela. Cependant, ce n'est pas du tout ce qui se passe, car Yobu avait en fait hypnotisé tous les hommes pour qu'ils pensent qu'ils étaient tous lui. Et ils se sont donc tirés dessus eux-mêmes. Le véritable Yobu se téléporte alors vers Andy, et bien qu'Andy n'ait pas pu appuyer sur la gâchette, c'est pratiquement ce que Yobu s'attendait à ce qu'il arrive. Il avait une théorie selon laquelle les pouvoirs de négation d'Andy seraient renforcés s'il était placé sous un stress intense. C'est pourquoi il l'a posté ici. Il s'approche d'Andy et lui dit qu'il a un cadeau pour lui. Alors, il lui met un collier autour du cou pour contrôler ses pouvoirs de négation à partir de maintenant. Il téléporte ensuite Andy dans la salle de réunion pour lui montrer que le Mardini avec lequel Yobu était en train de discuter n'était qu'un faux et qu'il était contrôlé par le vrai Mardini qui se trouve dans le bâtiment en face. Andy est un Esper incroyablement puissant et utilisait son pouvoir pour protéger ses hommes des attaques psychiques de Yobu. Mais une fois que les pouvoirs de Mardini ont été annulés par Andy, il a été très facile de les neutraliser. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper du traître lui-même. La princesse est assez surprise, car tout le monde ici est beaucoup plus gentil qu'elle ne l'avait imaginé, étant donné qu'ils font partie de l'organisation criminelle la plus recherchée au monde. Elle fait même une proposition pour travailler avec eux, puisque son objectif est de créer un monde où les Esper ne sont pas ostracisés par le reste du monde, bien qu'elle ne puisse pas dire qu'elle approuve tous les crimes de guerre qu'ils ont commis. Le fait qu'elle semble réellement se soucier des Esper ravive certains vieux souvenirs pour Yobu, et il ne veut pas aborder cela, alors il se contente de s'éloigner. Pendant ce temps, Sakaki tente d'analyser les données sur la clé USB qu'il a subtilisée à Yobu, et il se rend compte qu'il ne s'agit que d'un jeu. Mais même ainsi, Sakaki reste convaincu que ce jeu doit détenir un indice sur l'endroit où se trouve la princesse. Donc, il va y jouer aussi longtemps qu'il le faudra. Pendant ce temps, la princesse semble s'être liée avec Yugyuri pendant les dernières minutes, et elle se rend dans la chambre de Yobu pour lui demander si elles peuvent sortir un peu, puisque Yugyuri dit qu'elle veut faire du tourisme avec elle. Et il ne pense pas que ce soit une bonne idée, car la seule raison pour laquelle ils ont enlevé la princesse au départ, c'est que Yugyuri a découvert que quelqu'un tente de l'assassiner. Mais comme c'est une demande de Yugyuri, Yobu est plus qu'heureux de lui accorder ce souhait. Et en fait, il dit qu'il a le plan parfait pour à la fois protéger la princesse et lui permettre de sortir sans être détecté. En gros, Yobu a fait en sorte que toutes les femmes de la ville ressemblent à la princesse. Et si tout le monde ressemble à la princesse, alors personne ne le fait. Ainsi, la vraie princesse et Yugyuri peuvent sortir ensemble et se fondre dans la foule. Les deux passaient un bon moment ensemble, et à la fin de leur sortie, la princesse Sophie demande à Yugyuri s'il y a un endroit spécial où elle voudrait aller. Yugyuri avait un endroit en tête, alors elle a conduit la princesse jusqu'à un vieil orphelinat que la princesse avait autrefois soutenu. La princesse comprend enfin pourquoi Yugyuri est si attaché à elle, car il y a quelques années, Yugyuri s'est retrouvé dans cet orphelinat pendant quelques jours et Sophie a été la première personne à lui montrer une gentillesse véritable. C'est pour cela qu'elle voulait passer du temps avec elle. Pendant ce temps, Sakaki et Minamoto ont enfin réussi à battre le jeu et à résoudre le code. Ils prennent la clé USB et commencent à analyser toutes les informations qui s'y trouvent. Cela révèle l'identité du coupable, mais ils doivent se dépêcher s'ils veulent l'arrêter.
Près de l'orphelinat, le ministre des Finances s'approche de la princesse et lui demande de venir avec lui, car il n'est pas sûr de la sécurité de la princesse parmi les gens de Pandora. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher trop près d'elle, Sakaki arrive en courant derrière avec du renfort et crie que le ministre est celui qui a comploté pour assassiner la princesse. Le ministre est mécontent que la princesse utilise le budget national pour financer des projets qui soutiennent les Espers, et il est prêt à la tuer pour empêcher l'exécution de sa décision. Il tire avec son arme, mais à la dernière seconde, Andy saute devant la princesse et bloque la balle avec son épaule. La princesse est assez surprise, car tout le monde ici est bien plus aimable qu'elle ne l'avait imaginé, surtout compte tenu du fait qu'ils sont l'organisation criminelle la plus recherchée au monde. Elle propose même de travailler avec eux, car son objectif est de créer un monde où les Espers ne sont pas ostracisés par le reste du monde, bien qu'elle ne puisse pas dire qu'elle approuve tous les crimes de guerre qu'ils ont commis. Le fait qu'elle semble vraiment se soucier des Espers fait ressurgir de vieux souvenirs pour Yobu, et il ne veut pas aborder cela. Alors, il s'éloigne simplement. Pendant ce temps, Sakaki essaie d'analyser les données du disque dur qu'il a subtilisé à Yobu, et il s'avère que c'était juste un jeu. Mais malgré cela, Sakaki reste convaincu que ce jeu doit contenir un indice sur l'endroit où se trouve la princesse, donc il compte y jouer aussi longtemps que nécessaire. Pendant ce temps, la princesse semble s'être liée avec Yuguri pendant les derniers instants, et elle se rend dans la chambre de Yobu, demandant si elle pourra sortir un peu, puisque Yuguri dit vouloir aller faire du tourisme avec elle. Yobu pense que ce n'est pas une bonne idée, car la seule raison pour laquelle ils ont enlevé la princesse au départ, c'est que Yuguri a découvert que quelqu'un essayait de l'assassiner. Cependant, comme c'est une demande de Yuguri, Yobu est plus qu'heureux de satisfaire son souhait, et, en fait, il dit qu'il a le plan parfait pour à la fois protéger la princesse et lui permettre de sortir sans être détecté. En fait, il a fait en sorte que toutes les femmes de la ville ressemblent à la princesse. Et si tout le monde est la princesse, alors personne ne l'est. Donc maintenant, la vraie princesse et Yuguri sont capables de sortir ensemble et de se fondre dans la foule. Ils passent un bon moment ensemble, et vers la fin de leur rendez-vous, la princesse Sophie demande à Yuguri s'il y a un endroit spécial où elle voudrait aller. Yuguri avait un endroit en tête et a donc conduit la princesse à un vieil orphelinat qu'elle avait autrefois soutenu. La princesse comprend enfin pourquoi Yuguri est si attaché à elle, car il y a quelques années, Yuguri s'est retrouvée dans cet orphelinat pendant quelques jours et Sophie a été la première personne à lui témoigner de la gentillesse, alors elle a voulu passer du temps avec elle. Pendant ce temps, Sakaki et Minamoto ont finalement réussi à battre le jeu et à déchiffrer le code. Ils prennent donc la clé USB et commencent à analyser toutes les informations qu'elle contient, ce qui leur permet de découvrir qui est le coupable, mais ils doivent se dépêcher s'ils veulent l'arrêter. Près de l'orphelinat, le ministre des Finances s'approche de la princesse et lui demande de venir avec lui, car il n'est pas prudent de fréquenter des gens de Pandora. Mais avant qu'elle ne puisse s'approcher trop près de lui, Sakaki arrive par derrière avec des renforts et crie que le ministre est celui qui a comploté pour assassiner la princesse. Le ministre est mécontent que la princesse utilise le budget national pour financer des projets qui soutiennent les Espers, et il est prêt à la tuer pour empêcher l'exécution de sa décision. Il tire, mais à la dernière seconde, Andy se jette devant la princesse et bloque la balle avec son épaule. Pour l'instant, tout va bien, mais le stress engendré par la situation fait que les pouvoirs de Yuguri commencent à se manifester. Si son pouvoir devient incontrôlable, cela pourrait être désastreux. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, Yobu arrive et la calme. Il dit qu'il va s'occuper de la situation. Alors il écrase simplement l'arme du ministre et le laisse se faire arrêter par la police. Il remercie Minamoto pour son aide dans le décryptage de la clé USB, même s'il s'agit d'une perte de temps. Minamoto tente d'arrêter Yobu, mais d'un claquement de doigts, il téléporte son équipe au loin. De retour sur le navire, Yobu boit un verre au bar.
Eni décide de faire la conversation et demande à Iyobu s'il se sent bien après avoir sauvé la vie d'une princesse. Mais Iyobu se moque bien de la princesse car il s'est déjà entièrement dévoué à une reine. En parlant de cela, Iyobu se sent tout sentimental et décide de rendre visite à sa reine au Japon. C'est du moins ce qui était prévu, mais il semble que sa reine leur ait rendu visite en premier. 3 filles espèrent commencent à attaquer le vaisseau, et c'est Minamoto qui les dirige dans cette mission de prise de contrôle du vaisseau d'Iyobu. L'une d'entre elles, Kaworu, la fille qu'Iyobu considère comme sa reine, flotte à l'extérieur du vaisseau, si bien qu'Iyobu est obligé de sortir pour l'occuper. Une fois dehors, il dit à Kaworu qu'il est heureux de la revoir après tant d'années et qu'il a hâte de voir à quel point elle est devenue plus forte. Pendant que Iyobu et Kaworu se battent à l'extérieur, les 2 autres filles se frayent un chemin à travers le vaisseau, éliminant les membres de l'équipage au passage. Andy et Iyobu se retrouvent coincés et Yu est immédiatement téléporté par Aoi. Mais Andy désactive son limiteur de sorte que lorsqu'elle tente de le téléporter, il annule sa capacité et est capable de s'approcher suffisamment pour la retenir. Il demande pourquoi une petite fille comme elle se charge d'une mission aussi dangereuse, mais il oublie qu'ils étaient 2 à bord du vaisseau. Alors Ashido se faufile et l'immobilise avec un pistolet à nanotube. Elle tente ensuite d'utiliser la télépathie pour savoir s'il sait où se trouve la salle de contrôle, mais les pouvoirs d'Andy l'empêchent de lire dans son esprit. Après avoir entendu leur nom, Andy finit par comprendre que ces filles sont les enfants, la force spéciale des espions japonais. Il pensait que les enfants n'étaient qu'un nom de code astucieux, mais il n'aurait jamais imaginé que le Japon coulerait des solos pour utiliser des enfants dans son armée. Après avoir fouillé Andy, les filles trouvent son collier limiteur, qu'elles mettent en marche, ce qui leur permet de lire dans ses pensées. Le seul problème, c'est qu'il ne sait pas où se trouve la salle de contrôle, puisqu'il est nouveau ici. Alors elles vont devoir continuer à chercher.